Madame, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité, merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire. C'est devenu une coutume à la veille du Nouvel An et de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est le 31 août, c'est le 31 décembre, pardon, et le 6 août que le président de la République s'adresse à la nation, ce vendredi soir, donc à 20h pile, dans un discours radio-télévisé. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est adressé à ses compatriotes faisant le bilan de l'année 2021. Le chef de l'exécutif ivoirien a salué la bonne tenue du scrutin législatif qui a contribué à la mise sur pied d'une Assemblée nationale plurielle avec la présence de l'opposition significative. Il a rassuré quant à la poursuite des actions massives de développement, une transformation structurelle de l'économie, l'amélioration des conditions de vie des populations, l'éducation, la formation, la santé, les hydrocarbures. Bref, tous les secteurs socio-économiques ont été abordés par le président de la République avec bien sûr en toile de fond la mise sur pied d'un deuxième PS Gouv d'un peu plus de 3 milliards de nos francs qui sera donc mis sur pied avec ce deuxième PS Gouv dont les axes sont également connus. Je reçois pour vous sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire, Dr Dolazié Jack Traoré, enseignant-chercheur en droit et relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et également, il sera en ligne avec nous, André Silver-Conan, il est journaliste. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc, pour commencer, vous présenter nos vœux les meilleurs, tout ce qu'il y a de bon en termes donc de réussite santé. En tout cas, on vous souhaite donc, j'allais dire ces vœux-là, pour que l'année 2022 se passe donc dans de très bonnes conditions. Également, je présente au nom des Ivoiriens, et je profite de votre antenne pour adresser mes meilleurs vœux à toute la famille des enseignants, que ce soit dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur, à tous les éditeurs ivoiriens, hommes, femmes, jeunes, et que 2022 soit une année de santé, de prospérité et de tout le bonheur. D'accord. Merci beaucoup. André Silver-Conan est donc en ligne. André Silver-Conan, c'est pas possible en tout cas pour l'instant de l'avoir, au moins on l'aura, puisque l'équipe technique qui pilote cette émission est en train de faire mes épis pour rentrer en contact avec lui. Alors docteur, merci en tout cas pour vos vœux. Vous avez entendu le chef de l'État, un discours qui a duré un peu plus de 23 minutes. C'est vrai que c'est un exercice traditionnel pour le chef de l'État. On va donc aborder quelques aspects clés. Je le disais, donc 23 minutes, on ne peut pas se permettre de décrypter donc tout ce discours-là du chef de l'État, j'allais dire même en 1 heure de temps, vu que les points qui ont été donc évoqués par le président de la République sont nombreux, mais on va s'appesantir sur certains éléments, tels que l'aspect politique, l'aspect socio-économique, la sécurité et la justice. Si ça vous convient, je crois qu'on pourra aborder ces questions-là. Évidemment. D'accord. Alors, on va tout de suite partir, puisqu'on lit très souvent que c'est la politique donc qui détermine le reste. Alors, le président de la République a réaffirmé son attachement au dialogue constructif, contribuant donc à l'apaisement du climat social. Docteur, que faut-il comprendre par cette invitation du chef de l'État? Est-ce que c'est une interpellation? J'allais dire, on sait que le dialogue politique a démarré avant donc la fête des fins d'année. Il a été donc suspendu. On sait qu'il va reprendre. Est-ce que c'est une invite du chef de l'État à la classe politique actuelle pour leur dire vous avez il faut que ça marche, il faut que ce dialogue politique-là puisse donner des résultats escomptés? Il faudrait retenir deux volets dans les réponses de votre question. Le volet traditionnel, c'est une coutume politique, une coutume administrative depuis que les républiques, notamment après nos indépendances, nos présidents, ils s'exposent à 2 épreuves, notamment dans l'année. Le vœu de meilleur an, c'est l'usage que tous les présidents à travers le monde, ils essaient quand même de s'adapter à cela. Et l'autre, ce qui est tout à fait spécifique en Côte d'Ivoire, c'est l'indépendance où le président décrypte ce qu'on appelle l'état de la nation. Dans le cas d'espèce, on était le 31 décembre, c'était sur le volet de vœux à la nation. Maintenant, on a remarqué depuis des années que non seulement le président, il évoque les vœux à tous les citoyens ivoiriens, et à travers ces vœux, il donne un message d'espoir.
et son discours est attendu. C'est en quelque sorte un discours programme annuel. Justement. Et c'est ce discours programme annuel qui relève plusieurs aspects. Aspects sociologiques, socio-économiques, sécurité, justice et ainsi de suite. Donc, nous avons écouté le président Alassane Ouattara. Certes, c'est une invitation dans un second temps parce que le mot-clé de ce discours, c'est le dialogue social, le dialogue politique qui a lieu en ce moment, qui a commencé en fin d'année et qui va continuer. Mais il faudrait retenir que nous sortons de 2020 et nous étions en 2021 et nous finissons en 2021. 2020, la fin a été houleuse sur le plan, ce que nous savons, justement, sur le plan tragique, politique. On ne pourrait pas revenir là-dessus. Donc, 2021 était en quelque sorte une année où le président voulait qu'on renoue avec la paix. La paix qui est notre point cardinal, qui est notre vœu. Et c'est en cela que 2021 a vu un apaisement. Vous avez vu l'arrivée du président Gbagbo qui a été vraiment accueilli et reçu par le président. Vous avez vu la rencontre avec le président Bédié. Donc, il y a un apaisement. La rencontre avec le président Afin-N'Guessan aussi également. Avec Afin-N'Guessan. Donc, tous ces actes montrent que les Ivoiriens sont dans une dynamique de paix qu'il faudrait continuer. Mais, sauf que la dynamique de paix ne doit pas mettre en berne les réalités du pays. Les réalités du pays, c'est les conditions économiques, les conditions socio-économiques des Ivoiriens. Comme on dit, le panier de la ménagère. Les réalités, c'est l'école. Les réalités, c'est la santé. Et ce discours aussi décrypte encore tous ces éléments sur lesquels nous allons revenir. D'accord. Alors, on va y revenir, je vous donne l'assurance. Le temps pour nous de partir en direction d'André Silver-Conan. André Silver-Conan, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté d'être en ligne. Je précise que vous êtes à Yamoussoukro et donc si vous avez bien voulu être des nôtres sur ce plateau, mais votre agenda ne vous a pas permis en tout cas de vous déplacer. Merci, bonne heureuse année en tout cas à vous aussi, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse puissamment et abondamment en 2022. D'accord, merci. Vous avez écouté, j'imagine, comme nombreux d'Ivoiriens, le chef de l'État le 31 décembre au soir. On parlait donc de ce qu'on allait aborder. Je ne sais pas si vous venez de nous prendre en marche. Rapidement, vous situez le contexte également dans lequel va se faire cette discussion. On va aborder les aspects politiques de ce discours-là, mais également l'aspect socio-économique, l'aspect sécurité et pour terminer, l'aspect justice. C'est sûr qu'entre tous ces aspects, certains aspects pourraient revenir si tel que la discussion venait à être agrémentée par un point qui n'a pas été donc évoqué ici. Alors, l'aspect politique, André Silver-Conan, on en parlait avec Dr Zié Traoré, le chef de l'État donc qui interpelle cette classe politique donc pour donner une chance au dialogue politique. Il est dit, je crois à notre volonté, parlant donc de tous les Ivoiriens, de nous unir, de préserver les acquis considérables d'une décennie de paix, de sécurité et de concorde. Comment vous, en tant que journaliste, vous analysez, j'allais dire, cette invitation du président de la République? Non, j'aimerais relever que tout de suite, le président Alassane Ouattara s'est félicité donc de la paix qui est de retour en Côte d'Ivoire. Il a parlé de paix et de stabilité. Ce sont des éléments qui sont très importants dans la construction d'une nation et surtout pour aller au développement. Ça, c'est indéniable. Évidemment, cette paix et cette stabilité, il faut bien sûr les mettre au compteur du pouvoir, mais aussi de l'opposition. Et d'où donc le fait que le président s'est félicité de la participation en tout cas les principaux, aux différents jeux électoraux qui se sont déroulés. Évidemment, pour moi, aujourd'hui, il y a un dialogue politique qui va être relancé certainement dans les prochains jours. Pour moi, en Afrique, on discute un peu trop autour de choses évidentes.
Voilà. Et quand vous dites choses évidentes, vous faites... D'appliquer la démocratie. Oui. La démocratie, il n'y a pas trop d'entourloupe, il n'y a pas trop de manières, il n'y a pas trop de conditions d'application de la démocratie. Pour moi, il s'agit donc de jeux démocratiques, d'ouverture du débat permanent, de mesures structurelles au lieu de mesures conjoncturelles. Évidemment, nous sommes bien en Afrique où il faut construire pas à pas, mais je pense que la volonté, si elle y est, devrait donc permettre qu'on arrive à des grandes avancées plutôt qu'à des petites avancées. Alors, à vous entendre parler, André Sylvain Conan, vous dites que quand la classe politique se réunit, c'est vrai pour vous, ça fait partie d'ailleurs du jeu politique, les résolutions qui sortent donc de cet tête-à-tête, de ces rencontres-là, ne sont pas forcément appliquées sur le terrain. C'est votre constat? Oh, vous savez, si on devra se tenir aux discussions politiques entre les différents dirigeants politiques au pouvoir comme à l'opposition, et puis les indépendances en Afrique, si on devrait s'en tenir donc aux résolutions sorties de ces discussions, l'Afrique serait totalement démocratique. Voilà. Et donc, moi je vous renvoie par exemple aux discussions qui avaient été conduites par le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ensuite avec le Premier ministre, le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je pense qu'il y a d'une part une volonté de renforcer les acquis démocratiques comme le président l'a souligné, mais aussi il y a d'autre part, sans doute parce qu'il y a des contingences que je ne maîtrise pas, une contre-volonté de ne pas forcément avancer à grands pas. Et moi, cela me peine un peu. Parce que pour moi, aujourd'hui, on ne devrait même plus être au stade de discuter avec des acteurs politiques sur ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Pour moi, ça devrait être des bréviaires connues de tous aujourd'hui. Et puis bon, la vie continuerait. Le gouvernement serait davantage axé sur l'application de son programme plutôt que à discuter avec des acteurs sur des choses qui paraissent évidentes. Par exemple, la transparence d'une élection, c'est des choses évidentes. L'équité de la justice, c'est des choses vraiment évidentes. Et donc, on ne devrait même plus être à ce stade de discussion, mais bon, on y est. D'accord. On vous aura compris, donc, André Sylvain Conan. Alors, docteur Traoré, vous avez entendu, hein, André Sylvain Conan, pour lui, c'est un perpétuel recommencement avec, j'allais dire, des chaises musicales qui restent dans une atmosphère très politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour que les choses ne bougent pas ou les choses bougent parce que tous les acteurs ou ceux qui mènent le débat veulent que ça soit à leur avantage? Oui, je suis relativement d'accord avec mon cher ami André Sylvain Conan sur le fait que lui-même reconnaisse qu'il y a des grandes avancées. Et les grandes avancées dans un État, c'est quelque chose de positif. Parce que regardez bien autour de nous, lorsque vous voyez la situation politique au Mali, la situation politique au Burkina, la situation politique en Guinée, en termes de démocratie et de situation sociopolitique, moi je pense qu'on ne peut que s'enorgueillir et être heureux et reconnaître qu'il y a des grandes avancées. Les résolutions dont il parle, effectivement, vous savez que sur le plan politique, le président Alassane Ouattara a toujours prôné l'évolution, le développement social, lui-même en tant qu'économique. Mais sauf que nous, on a tendance à dire, en fait, que le président Faure-Boigny l'a dit, que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Il y a eu, je fais juste une lucarne pour rappeler à André que, certes, il y a eu les résolutions avec l'ancien préfet Amadou Gon Coulibaly, 2017-2018.
Ça a commencé juste avec l'autre Premier ministre, Ahmed Bakaïko. Et du coup, on arrive aux élections de 2020. Toutes ces résolutions ont été mises au placard et on a eu le CNT. On a eu l'impression qu'il n'y a jamais eu de discussion. On a eu le CNT. Voilà, on a eu le CNT, comité de transition. On se dit, mais attends, où sont passées les résolutions? Où sont tous passés ces vœux qui disaient que toutes ces partis devaient participer aux élections démocratiques? Mais non, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a tellement de bouleversement, pour ne pas dire de renversement de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Donc, on a tendance à dire qu'on tourne en rond, on construit, on déconstruit, et puis le lendemain, on essaie de construire. Bon, moi, je pense que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est ainsi l'Afrique. Mais est-ce qu'on sent qu'on avance? Parce qu'entendre aussi André Sylvain Kouna... Oui, on sent qu'on avance. Et encore, l'un des aspects le plus appréciable qu'il faut noter, ce sont les élections de mars 2021, où, pour la première fois en Côte d'Ivoire, il y a eu la participation de tous les partis, de toutes les sensibilités. Et en ce moment, l'Assemblée nationale ivoirienne est composée de toutes les grandes sensibilités du pays. C'est ce qu'on dit, quand on dit multicolore, c'est encore peu dire. Et ça, c'est une grande avancée qu'on ne peut pas nier. Et ça, c'est la conséquence de 2020, à partir du moment où il y a eu le CNT qui a un peu brisé l'élan démocratique, mais 2021 a consolidé cet élan démocratique et c'est sur cette avancée que le dialogue politique voudrait continuer. D'accord. Le dialogue politique donc doit continuer et le chef de l'État veut que ce dialogue politique-là puisse, j'allais dire, accoucher de choses qui permettent donc d'amorcer l'aspect donc développement. Et cet aspect développement-là, on va donc finir avec la politique de cette façon et entamer, puisque le temps court malheureusement très vite dans cette émission, André Sylvain Kouna. Alors, il y a eu donc cet aspect politique, on le sait, Alassane Ouattara, concernant donc les aspects socio-économiques. Beaucoup est dit donc à ce niveau, beaucoup est fait. Donc il est revenu sur son programme de gouvernement, la Côte d'Ivoire solidaire, qui vise donc à consolider pour lui les acquis de ces 10 dernières années et accélérer le processus de transformation structurelle de notre économie. Il a parlé d'un deuxième PS Gouv. André Sylvain Kouna, ce deuxième PS Gouv, est-ce que pour vous c'est une chance, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, de voir, j'allais dire, le taux de paupérisation aller donc sinon diminuer avec en filigrane cette question fondamentale de voir la Côte d'Ivoire devenir un pays émergent? Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a des partis politiques assez récents. Je vais répondre à votre question, mais en 30 secondes rapidement. Oui, rapidement, André. Il y a des partis politiques représentés en masse à l'Assemblée nationale, donc pour moi, cela n'est pas une grande avancée, grande en tout cas. Et deuxième chose que je relève rapidement, certaines personnes ont tendance à fustiger la désobéissance civile, c'est normal, mais je fais juste noter que la désobéissance civile est la conséquence de la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. On ne va pas refaire le débat. Je préfère, oui. Pour répondre à votre question, moi, je suis de ceux qui saluent vraiment le bilan infrastructurel du président Alassane Ouattara. Je l'ai dit à plusieurs reprises, au risque de fâcher certains opposants. Il faut bien reconnaître que le pays, il est en chantier et les infrastructures que le président, la gouvernance du président Alassane Ouattara est en train de mettre en place et préfigure donc de l'émergence future du pays. Ce sont des infrastructures préalables qui sont nécessaires dans le développement d'un pays. Et donc, j'encourage, en tout cas, je soutiens le PS Gouv que j'ai eu l'honneur de parcourir à plusieurs reprises. Cependant, je note avec le président Alassane Ouattara que il y a des ralentissements sur certains chantiers. Il ne l'a pas dit comme ça, mais quand on décrypte froidement son discours, on se rend compte que en matière d'infrastructure, il avait parlé par exemple de la construction de ponts et d'échangeurs, mais je vous renvoie donc à son discours de l'année dernière.
il y avait déjà cet aspect là-dedans. Maintenant, les 33 ponts en question, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je pense que ça fait partie justement des projets en souffrance qui déterminent le Premier ministre Patrick Tachi et le président Alassane Ouattara à mettre davantage la pression sur les ministres, parce que rappelez-vous, dernièrement, à un conseil des ministres, le gouvernement avait dit que le taux d'exécution des programmes des ministres n'était pas assez satisfaisant. Il est à 47%, pour vous situer. Voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement lui-même qui le dit. Oui. Et ça fait partie donc de ces projets qui sont en souffrance, non pas parce que le Premier ministre et le Président n'ont pas obtenu les financements, non, c'est vraiment ça qui est vraiment paradoxal. Les financements existent, mais les ministres qui doivent suivre donc la mise en œuvre, parce qu'un président, c'est une vision, ça ne descend pas jusqu'à exécuter les programmes des ministres. Et je pense que du fait donc de cette lenteur de certains ministres, ça justifiera sans doute un prochain remaniement. Oui, mais André Silva Kouna, vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a eu cette question donc de la pandémie du coronavirus, qui a aussi eu un impact sur la réalisation de plusieurs projets. Absolument. Mais là, c'était la justification majeure de 2020. En 2021, le président lui-même n'a pas utilisé cela comme un motif. Voilà. Donc, ce n'est pas moi qui vais utiliser cela comme un motif. Je pense qu'il y a certains chantiers qui sont ouverts, de très bons chantiers pour, comme le président l'a dit, vraiment des chantiers structurels qui vont donc renforcer le développement dans le pays. Il appartient maintenant aux différents ministres de suivre cela pour que ces chantiers évoluent assez rapidement. D'accord. Alors, docteur, je sens que vous avez envie de rebondir donc, sur ces aspects. Allez-y. Oui, je salue vraiment la vérité que André Silva vient de l'avouer, que vraiment il salue, il reconnaît les réalisations infrastructurelles du président. Sauf qu'il n'est pas au président, pendant ses vœux, de ressasser les maux du pays et plutôt donner de l'espoir. Et il a dit « faites-moi confiance ». Quand un président de la République dit « faites-moi confiance », en cela, lui-même, il reconnaît les insuffisances dans les promesses qu'il a tenues l'année auparavant. Donc, sur ce plan, soyons positifs, faisons confiance au président de la République et que Silver conseille un remaniement, il y va du pouvoir discrétionnaire du président et lui-même, il le sait. Maintenant, sur les réalisations, moi, je pense que tous les Ivoiriens sont unanimes sur la construction des écoles, commencer par les écoles primaires. Jamais en Côte d'Ivoire, il y a eu autant de construction d'écoles primaires en si peu de temps. Jamais en Côte d'Ivoire, il y a eu la construction d'universités en si peu de temps. Je suis l'enseignement supérieur, je vois que l'université Félix Houphouët-Boigny a été rénovée, on a Nangui à Brogoua, on a l'université de San Pedro qui a commencé depuis le mois d'octobre, on a Périforo Gonclubari de Korogo, on a Bondoukou qui est en chantier de développement. Écoutez, un développement, ce n'est pas un système où tout azimut, c'est un processus. Donc ce processus, il peut être biennal, quinquennal, même triennal, ainsi de suite. Donc, qu'on fasse confiance au président. Il a un programme qu'il est en train de dérouler. Bon an, mal an, souvent des conjonctures. Vous avez parlé du coronavirus. Tous ce sont des éléments qui font qu'il y a eu des retardements, certainement, mais qui seront corrigés à la longue et faisons confiance au président de la République. Oui, mais Dr Ziad Traoré, le chef de l'État lui-même, reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire et qu'il y a certaines lenteurs. Mais est-ce que ce n'est pas, pour André Silva Kouna, est-ce que ce n'est pas redondant finalement 2020, vous le dites, 2021 encore? Est-ce que ce n'est pas de nature aussi à s'aimer par moment, je dis par moment, cette question du doute dans la tête de ses concitoyens? Non, vous savez, la construction d'un pays, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Surtout, il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes.
on pouvait prévoir, on était sur une lacée pratiquement de un taux de croissance de 6%. Justement. Mais bien malin qui pouvait prévoir le coronavirus. Non, oui, on est tombé à 2%. Oui. À 2%. Et on a tout fait, il a tout fait qu'en 2021, on en est à 6, on a revenu avec 6, et il y a une projection de 7%. Donc, c'est tout en priant qu'il n'y ait pas encore d'autres facteurs qui viennent encore entacher cela. D'accord. Alors, ce deuxième PSGouv, c'est 3 000 milliards de francs CFA qui seront donc mobilisés pour des investissements massifs. C'est une grande annonce, docteur Zier-Traoré. C'est une grande avancée il faut saluer, parce que là, je rentre de la France. Vous voyez, tous les gouvernements en ce moment ont été impactés par le coronavirus. Et tous les gouvernements, même européens, ils sont en train de mettre en place ces points de soutien, ces programmes de soutien sur le plan social, sanitaire et autres, du fait des impacts du coronavirus. Donc, le président Alassane Ouattara, il enfourche cette réalité-là. Et c'est le deuxième plan, et qui va prendre en compte environ entre 500 000 et 1 million de personnes. Et c'est une première en Côte d'Ivoire. 1, sur le plan sanitaire, sur l'assurance maladie. 2, sur le plan économique, c'est-à-dire qu'à la base, il y aura des sommes qui seront allouées à des jeunes, à des femmes, et qui pourront éventuellement exercer des activités qui vont produire des ressources, qui vont générer des ressources additives. Et ça, c'est une manière de s'en sortir eux-mêmes, de partir à la base, et pour permettre à ces ménages-là de s'en sortir. En tout cas, la Côte d'Ivoire est toujours dans les voyants verts. C'est vrai, vous avez annoncé 6%, mais on est resté à 2%. On n'a pas connu de conjoncture en tant que telle, mais je crois que c'est quand même à saluer. La réduction, il faut à saluer. La réduction de la pauvreté a été toujours l'un des vœux ou l'une des politiques que toujours apprenait le président Alassane Ouattara depuis 2011. Rappelez-vous, 2011, dans quelle situation nous étions sur le plan économique. Et on a enfourché avec la croissance économique. On nous a dit non, mais c'est une croissance économique qui ne réduit pas la pauvreté. Mais non, on a vu effectivement la richesse du pays a augmenté, les productions ont augmenté. Ce sont des effets que nous ne pouvons pas nier. Et si Sylvain Kona reconnaît qu'il y a eu l'argent, qu'il y a déjà l'argent pour les constructions des infrastructures et autres, mais écoutez, l'argent n'est pas tombé du ciel. Il faudrait que le pays soit solvable. Il faudrait qu'on ait les moyens de rechercher. Il faudrait qu'on inspire la confiance pour que les bailleurs de fonds puissent quand même allouer cet argent-là. Donc tout ça, il faut mettre ça au compte de la confiance que non seulement les Ivoiriens, mais aussi les investisseurs internationaux à la Côte d'Ivoire. D'accord. André Sylvain Kona, alors on a entendu cette grande annonce, c'est vrai qu'on l'avait déjà entendu via donc le ministère des Mines et de l'Énergie au cours de l'année 2021. C'est donc cette importante découverte de pétrole et de gaz avec le gisement Baleine qui va entrer donc en production dès 2023, qui permettra d'augmenter notre production de pétrole, de gaz et de fournir une quantité donc conséquente de gaz au secteur de l'électricité. C'est une grande annonce. Est-ce que déjà on peut dire, avec bien sûr le coronavirus qui est en train de frapper de point fouille sinon toutes les économies du monde, la Côte d'Ivoire a compris qu'il fallait diversifier cette économie-là pour la rendre plus structurelle? Alors, je vais répondre à votre question parce que j'ai mon avis personnel sur ces histoires d'exploitation de pétrole en Afrique. Mais permettez-moi de revenir en 30 secondes sur ce qui a été dit. Première chose, je n'ai pas conseillé du remaniement. Je dis que ça pourrait justifier un remaniement. La deuxième chose, ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire investit dans le financement de certains projets pour les jeunes et pour les femmes. Non seulement, ce n'est pas la première fois, non seulement au cours de ce mandat, mais au cours des autres mandats, chaque président qui est arrivé a essayé de trouver un mécanisme de financement des femmes et des jeunes. Et le pouvoir du président Alassane Ouattara n'est pas du tout encore à sa première fois, vu que auparavant, certains projets s'appelaient les projets pro-pauvres. C'est un peu cela. Déjà en 2020, on avait à peu près 2700 milliards qui étaient consacrés au projet pro-pauvres. D'accord. Alors André, rapidement, qu'est-ce que vous voulez insinuer Non, je répondais à votre invité qui disait que c'est la première fois qu'on voyait cela. Bon, voilà, c'était juste pour
pour restituer la vérité historiale de l'affaire. D'accord. Maintenant, concernant la dépôt du gisement, vous savez, moi j'ai mon avis personnel là-dessus. C'est vraiment très subjectif. Je dis, à quoi cela sert d'avoir une mine d'or noir, d'être assis là-dessus, et que de ne pas être capable de pouvoir opérer des recherches et donc de donner ce marché à des compagnies qui, après avoir recherché, ce sont des lourds financements, qui, après avoir recherché, trouvent et à qui on remet environ 90% des gains pour se contenter des 10%. À quoi cela sert? Cela ne sert à rien que d'avoir à exploiter du pétrole pour avoir des miettes. Je ne comprends vraiment pas cette propension de l'Afrique à confier ces marchés-là à des multinationales, alors que la préoccupation devrait être pour les dirigeants africains, je ne parle pas seulement que pour la Côte d'Ivoire, les dirigeants africains, de rechercher les financements de l'exploration en vue justement de tirer le maximum de bénéfices de ces exploitations. Oui, mais André Sylvain Kouna, vous savez que c'est de lourds investissements et généralement les économies africaines... C'est combien? Oui, mais ça coûte excessivement cher. Vous savez que les plateformes pétrolières peuvent engloutir souvent plus de la moitié des budgets de certains pays. Non, c'est une question de volonté. D'accord, je vous concède cela. Ces recherches, même si elles devraient coûter 1000 milliards, ce qui est vraiment excessif, 1000 milliards de francs CFA, ce qui serait vraiment très excessif. Ce sont 1000 milliards que la Côte d'Ivoire ne peut pas mobiliser. Tout à l'heure, vous avez entendu votre invité pour parler du leadership du président, ce qui est incontestable. Et donc, notre préoccupation en Afrique devrait être de mobiliser les ressources pour cette exploration en vue d'en tirer le maximum de bénéfices. Parce que au bout de l'exploitation sur un an, alors que la Côte d'Ivoire a 200 milliards, les compagnies se tapent près de 2000 milliards. Oui, André Sylvain Kouna, vous savez que... Largement au-dessus des coûts d'exploration. Pour moi, cela n'a aucun sens. D'accord. André Sylvain Kouna, on vous aura compris. Donc, docteur Zié Traoré, c'est vrai, il le disait, l'exploitation donc du pétrole, rapidement pour boucler sur ce chapitre socio-économique, appartient encore à des grandes entreprises européennes, sinon occidentales. Mais les chiffres semblent bouger. On sent la volonté, en tout cas, du gouvernement de faire bouger les signes. Oui, j'allais dire, permettre à la Côte d'Ivoire d'être bénéficiaire à beaucoup de taux donc, de ces exploitations-là, puisqu'il y a des écoles même qui sont en train de voir le jour concernant l'exploitation pétrolière. Oui, il faut rappeler à André Sylvain Kouna que ce qu'il avance comme idée, comme vœu, effectivement, c'est le vœu de tous les intellectuels, de tous les Africains. On voudrait avoir les moyens, y compris les moyens financiers, les moyens technologiques pour pouvoir développer nos pays ou faire face à ça. Mais sauf que la réalité est là. Écoutez, si on avait les moyens technologiques pour aller faire cette prospection et en arriver à un résultat d'exploitation, Dieu merci. Si on avait, cette science-là, cette science avec toutes les personnalités, ce qu'il faut, Dieu merci. Mais le problème, c'est que la réalité, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. À partir du moment où on n'a pas cette science et que des sociétés expertes sont du domaine, il faudrait accepter qu'eux, ils investissent. C'est un investissement à risque. Ils ont risqué. On a vu le cas de Total qui, de 2015 à 2017, a fait des prospections au large de la Côte d'Ivoire et qui a englouti des milliards et ils s'en sont sortis zéro. À perte. C'était un investissement hyper risqué en matière d'hydrocarbures
et André Silver Conal le sait très bien. D'accord. Maintenant, c'est une question de contrat. Ils ont fait un contrat. Il y a la société ENA, qui est une société italienne, qui a voulu prendre des risques, c'est à ses risques et périls. Elle a pris des risques, les conditionnalités ont été définies, donc on va dans ce sens-là. Éventuellement, le président Alassane Ouattara l'a dit, sur une première tranche, il aura un taux de remboursement à un certain niveau, mais au fur et à mesure, moi je pense qu'à l'avenir, on aura d'autres avenants du contrat qui vont favoriser la Côte d'Ivoire. D'accord. Les perspectives, c'est également résoudre de façon durable la question de l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes. Le chef de l'État en parlait donc au cours de cette intervention radio-télévisée où il a dit que ça sera une priorité. Alors, c'est une question qui revient très souvent. Les politiques donc, en matière d'emploi voient le jour, mais on sent encore cette poche de jeunes qui ont besoin de s'affirmer en trouvant donc du travail. On parle constamment, docteur, de cette question de l'adéquation formation-emploi. Est-ce qu'il faut véritablement mettre le pied dans le plat et aborder la question sur ce pan-là? Non, évidemment. Je suis enseignant et je vis les réalités. Il faudrait que nous essayions quand même de revenir à cette réalité. Adéquation, formation, emploi. On forme quelqu'un pour ne pas le former. On forme quelqu'un pour qu'il travaille, pour qu'il utilise son savoir, pour qu'il utilise ses connaissances à la fin de sa formation. Mais lorsqu'il faut former les personnes et puis les laisser au carreau, ne pas pouvoir leur donner de l'emploi ou bien ils n'ont pas les moyens de trouver leur emploi, c'est un problème. C'est que nous sommes dans un système qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça, il faut le dire, ce n'est pas du président Alassane Ouattara. Nous sommes dans un système depuis la colonisation. C'était le système colonial, le pacte colonial qui voulait qu'on forme des colonisés pour servir l'administration française. Nous, on a essayé de s'en départir, mais jusqu'à présent, il y a encore cet art-là qu'il faut vraiment renouer. Maintenant, l'effort qui est donné, nous le savons, on a 70% de la population ivoirienne qui est jeune. On a un taux, un pourcentage chaque année qui arrive à l'enseignement supérieur. On a l'enseignement de base, on a une loi qui fixe l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, il y a une massification de l'apprentissage, il y a une massification de la formation. Maintenant, il faut trouver, il ne faudrait pas attendre qu'ils arrivent à 17, 18 ou 20 ans avant de se former pour un emploi ou accéder à un emploi, mais plutôt il faudrait commencer. Donc, d'où l'enseignement technique. Il faudrait galvaniser l'enseignement technique. Sur ce plan, on a tout un tas de programmes. Et le président l'a dit la dernière fois, c'est donner plus de soutien à l'enseignement technique. Oui. Et l'effort qui est fait, tout à l'heure, je venais de le souligner, sur la construction des écoles, la construction des universités, c'est aussi un effort. Mais en fait, le nœud gordien de tout ça, c'est quoi? C'est l'économie du pays, c'est l'industrialisation du pays. Donner plus de force aux petites et moyennes entreprises, comme il a dit, créer des start-up. Créer des start-up. Si l'économie du pays marche bien et que ça crée des emplois, et il ne faudrait pas créer une économie perverse, mais plutôt de décroissance, mais plutôt une économie de croissance qui intègre une forte propension des jeunes et des travailleurs. D'accord, le chef de l'État l'a reconnu, puisqu'il dit qu'il aura la mise sur pied d'une politique qui va accompagner les sans diplômés ou qualifications dans des métiers à visée d'insertion. C'est clair que, comme vous le disiez donc tantôt, ce système-là qui est le nôtre, il est multi, j'allais dire, avec plusieurs aspects. Et donc, il faut aborder la question sur j'allais dire, plusieurs volets et trouver des solutions. La bonne volonté du président hier, et effectivement, il a dit qu'il y a des diplômés qui seront encore reformés ou réorientés vers des emplois concrets pour leur insertion. D'accord. Et donc, c'est clair que tout le monde aura donc pour son compte. On va aborder rapidement cette question donc de la sécurité. André Silver Conal, on a vu le chef de l'État revenir également sur ce sujet de la lutte contre le terrorisme. Alors, c'est vrai, beaucoup d'efforts sont faits, mais on sait que les terroristes également n'en démordent pas, puisqu'ils usent des stratégies tous les jours pour attaquer les nations. Pour vous, cette question, est-ce qu'il n'est pas temps c'est vrai, les initiatives sont là, de la parler de façon commune, la mutualisation des efforts avec tout ce qu'il va, son système de sécurité, de renseignements généraux. Comment vous voyez cela? Oui, cela
cela existe, mais rapidement, j'aimerais rappeler qu'au moment où la Côte d'Ivoire accédait à l'indépendance, on avait 130 diplômés. Aujourd'hui, nous sommes à près de 130 000 bacheliers qui sortent, qui sont admis chaque année. Je pense que le problème de l'emploi et de l'employabilité des jeunes relève donc de cette construction de l'État-providence qui a été faite durant toutes ces années, aussi bien par les pouvoirs précédents que par celui qui est là actuellement. Je note aussi que le ministre même de l'enseignement supérieur a déclaré qu'il y a une inadéquation. Seulement, voilà, tout le monde le dit. Qu'est-ce qu'on propose de façon concrète? C'est là où, justement, on attend. Bref, alors, en ce qui concerne la sécurité, j'aimerais relever que c'est l'une de mes grandes satisfactions concernant le bilan de 2020. 2021. De 2021, pardon. Il faut bien comprendre qu'il y a eu effectivement quelques attaques. Mais de nombreux Ivoiriens ne peuvent pas imaginer le nombre d'attaques, le nombre de velléités qui ont été étouffées, qui ont été massées avant même leur exécution. Parce que il y a des forces qui sont là. Le chef d'état-major qui est très discret mais très efficace, le général Lassina Doumbia. Il y a le général Apollo Touré de la gendarmerie. Il y a le général Youssouf Kouyaté de la police qui sont sous le commandement du général Vagondo Diomandé, le ministre de la Sécurité, et du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il faut donc saluer les actions de ces forces régulières, républicaines, régaliennes, qui veillent au grain, parce que ce qu'on voit, les attaques qu'on a vécues, sont une infime partie de l'iceberg des menaces qui visent la Côte d'Ivoire. Maintenant, comme le président l'a dit, il faut une meilleure mutualisation, surtout au niveau sous-régional, du renseignement, parce que le renseignement est la clé pour lutter en amont contre le terrorisme. D'accord. André Sylvain. Alors, docteur Traoré, le chef de l'État, dans l'énonciation donc, des pistes, des solutions pour contrer ces terroristes-là, c'est d'investir dans ces zones qui sont, j'allais dire, à la merci, qui sont donc à la merci de ces terroristes-là. On l'a vu, toutes ces attaques, à part l'attaque donc, de Gramassam, dont a été victime la Côte d'Ivoire, c'est bien sûr au nord-est de la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'investissements sont prévus à ce niveau-là. C'est clair qu'on n'avait pas vu au départ la question sur ce format-là, que c'est des jeunes qui sont dans l'oisiveté, qui sont donc facilement manipulables et donc qui forment donc ces personnes qui peuvent être recrutées par les terroristes, les djihadistes. Oui, soyons réalistes. Ce n'est pas un phénomène spécifiquement ivoirien. Nous savons, dans notre environnement spatial, nous voyons que le problème d'insécurité est tout à fait manifeste. Tout à l'heure, je citais le cas de nos pays voisins, le Mali, le Burkina et autres. Sauf que c'était un phénomène, je vais dire international. Vous voyez, même les pays développés n'en sont pas exempts. Mais tel qu'a dit le président Alassane Ouattara, qu'il aura un programme spécial et qui a quand même commencé dans les zones frontalières. Dans les zones frontalières qui sont nos frontières, vous savez, qui sont des zones un peu poreuses. Et que pour éviter que ces jeunes soient la proie de ces vendeurs d'illusions qui viennent leur promettre terre et ciel sur terre ou terre et ciel à plus tard sur des pseudo-croyances ou idéologies religieuses, il faut mettre fin à ça. Et ces jeunes, un programme spécial va prendre en compte ces jeunes, développer ces jeunes. Et lorsqu'ils auront les moyens de s'affranchir eux-mêmes, ils seront moins audibles, pour ne pas dire ils seront moins attentionnés et on ne pourra pas les embrigader aussi facilement. Moi, je pense que ce programme spécial, il faut l'encourager. Comme a dit Sylvain Kona, c'est effectivement les renseignements. Les renseignements, au niveau de la sécurité, il y a deux niveaux. Il y a le renseignement technologique et le renseignement humain.
Et le renseignement humain, ce serait le renforcement de la sécurité de l'armée, des forces spéciales et autres, mais le renseignement technologique aussi, il faut aussi de l'argent. Ben, je pense que le président en est conscient et dans son discours, il a rassuré les Ivoiriens, faites-moi confiance. 30 secondes, docteur Didier Traoré. Le chef de l'État donc, a gracié 2500 détenus. Ils ne sont pas concernés, bien sûr, par cette grâce, les détenus des crimes de sang. Un mot là-dessus, rapidement. Non, c'est une coutume. Chaque nouvel an ou même à chaque fois d'indépendance, il arrive que le président de la République utilise le droit de grâce. Le 2500, ce n'est pas une première. Il a tenu compte de cette réalité. C'est une réduction de peine de certaines personnes, mais qui sont des peines mineures, qu'on puisse dire, comme on dit en droit. Maintenant, il y a des peines, en fait, des crimes majeurs, notamment des crimes de sang. Écoutez, vous serez d'accord avec moi que pour les crimes de sang, il faudrait quand même laisser la justice suivre son cours. Voilà. André Sylvain Kounan, rapidement, concernant donc cette grâce aux 2500 détenus, rapidement, en 10 secondes, s'il vous plaît. Un mot là-dessus? Non, c'est une coutume. Il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà, d'accord. Alors, mais certains ont dit qu'il fallait aller au-delà. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, point du tout. Moi, je suis pour la tolérance zéro en ce qui concerne les crimes, quel que soit le camp. Voilà, moi je ne suis pas de ceux qui disent circuler, il n'y a rien à voir. Ouais. Dans le cadre, par exemple, des élections de la présidentielle de 2020, il y a eu des crimes. Il faut que les gens en répondent. Dans tous les cas, que ce soit dans les bacs à verre ou le jeune qui a été décapité à Daoukro, il faut que les gens répondent. Tolérance zéro pour tous les crimes. Je ne suis pas de ceux qui disent circuler, il n'y a rien à voir en matière de crimes. Surtout des crimes de sang. De petits délits, donc bon, voilà, ça ne me pose aucun problème, c'est une coutume. D'accord. Merci beaucoup, André Sylvain Kounan, donc depuis Yamoussoukro, mais également merci à vous, docteur Dolazié Jack Traoré, enseignant-chercheur en droit des relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. Merci en tout cas, comme je le disais, à notre confrère André Sylvain Kounan, journaliste. Donc, merci à Assita Koulibaly qui a réalisé cette émission technique, Valentin Kwasi. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire pour un autre espace réservé au débat. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.